Il est tout juste 19 h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le jour de l'an Amazigh, jour férié national officiel payé. Une décision royale historique, témoignage de la haute sollicitude dont le souverain entoure l'Amazigh en tant que composante essentielle de l'identité marocaine, authentique, riche par la pluralité de ses affluents. Nous en parlerons avec professeur Abdelfatah Dine, sociologue, l'invité du journal. Rubrique Siam au programme de cette journée, la troisième réunion de l'initiative Triple A 2023. Un parterre de décideurs et de bailleurs de fonds s'y sont réunis. Ils ont fait part de leur engagement en faveur d'une coopération efficace, multilatérale et sud-sud pour le développement du secteur agricole. À suivre également dans ce journal une immersion dans l'un des stands les plus visités du Siam, celui dédié à l'aviculture, des poules, des coqs et des poussins venus des 4 coins du Maroc, mais aussi d'autres contrées trônent au milieu des badauds. Nos envoyés spéciaux nous plongent dans l'atmosphère de ce petit bout de campagne. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à M. Santiago Peña à l'occasion de son élection président de la République du Paraguay. Dans ce message, le souverain exprime à M. Peña ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de plein succès dans l'accomplissement de ses hautes fonctions pour conduire le peuple ami du Paraguay à la réalisation de ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité. Le souverain fait part à cette occasion de sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le président Peña en vue de renforcer les relations solides d'amitié qui lient les deux pays et de développer la coopération bilatérale dans différents domaines au service des intérêts des deux peuples amis et de la consolidation de la coopération sud-sud. Message royal de compassion et de condoléances adressé aux membres de la famille de feu Moulay Tahar Asbahani. Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une vive émotion la nouvelle de la disparition du grand artiste feu Moulay Tahar Asbahani, membre fondateur de l'emblématique groupe Jil Jilala. En cette circonstance, Sa Majesté le roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa famille artistique nationale et à l'ensemble de ses proches amis et admirateurs ses vives condoléances et ses meilleurs sentiments de compassion pour la perte de ce grand artiste aux talents multiples, reconnu pour sa contribution au rayonnement et à la singularité du groupe Jilala, dont le style musical, les thématiques et les rythmes sont puisés du patrimoine culturel marocain authentique. À présent, ce communiqué du cabinet royal annonçant hier que Sa Majesté le roi Mohammed VI a décidé d'instaurer le jour de l'Amazigh, jour férié national officiel payé, à l'instar du 1er Muharram de l'année de l'Hégire et du jour de l'an du calendrier grégorien. Dans ce cadre, Sa Majesté le roi a donné ses hautes orientations à Monsieur le chef du gouvernement pour prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre en œuvre cette haute décision royale. Cette initiative royale vient consacrer la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi, que Dieu le préserve, ne cesse d'entourer l'Amazigh en tant que composante essentielle de l'identité marocaine authentique, riche par la pluralité de ses affluents et patrimoine commun à tous les Marocains sans exception. Elle s'inscrit également dans le cadre de la consécration constitutionnelle de l'Amazigh en tant que langue officielle du pays, aux côtés de la langue arabe. C'était donc un communiqué du cabinet royal. C'est donc officiel, le jour de l'an Amazigh est un jour férié national payé au Maroc. Cette haute décision royale historique vient confirmer l'immense richesse immatérielle de l'identité nationale avec toutes ses composantes essentielles et ses divers affluents linguistiques et culturels. Une décision qui reflète la haute volonté royale qui a permis d'engranger de grands projets au cours des 20 dernières années, à partir du tournant historique du discours d'Ajdir, en passant par sa consécration constitutionnelle et jusqu'à l'adoption de la loi organique portant la mise en place du caractère officiel de la langue amazigh. Cette décision royale est qualifiée de fédératrice, d'historique par les Marocains. C'est un récit de Nisrine Ansdar. Le 17 octobre 2001, Sa Majesté le roi Mohammed VI prononce le discours d'Ajdir. La date est à jamais inscrite dans les annales de l'histoire d'un royaume millénaire, ancré dans ses racines et fier de son identité plurielle. Ce discours, hautement fondateur, a fortement marqué la première décennie du XXIe siècle au Maroc. Il a donné à l'amazirité la place qu'elle mérite, en appelant à la promotion sans cesse de son rayonnement social, culturel et médiatique.
مكون أساسي للثقافة المغربية وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية. Depuis cette date, les initiatives royales en faveur de ce chantier identitaire se sont multipliées. De Tanger à Guira, les Marocains expriment aujourd'hui leur grande fierté. Fierté et joie de l'instauration du Nouvel An à Mazir, jour férié national. هذا اليوم هو يوم تاريخي بامتياز هو لحظة سيخلدها التاريخ لماذا؟ لأن عاهل C'est une journée historique. Sa Majesté réitère à travers cette haute décision royale un message on ne peut plus fort et symbolique à tout son peuple. Le Maroc est une grande nation et le legs des Amazirs est inestimable. Nous, Marocains du Sud, nous avons accueilli cette nouvelle avec un bonheur indicible. C'est une merveilleuse nouvelle. Elle a été en plus annoncée dans un communiqué du cabinet royal. Cela reflète indéniablement toute la haute importance qu'elle revêt aux yeux du souverain. C'est une fierté incommensurable pour nous tous. Cette haute décision royale vient rappeler les fondements de l'identité marocaine, identité dont la richesse et la pluralité sont indissociables de l'unité de la nation. Nos compatriotes en sont partout, conscients, fiers et heureux. D'un point de vue culturel, anthropologique et social, l'initiative royale est d'une importance capitale. Elle s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la Constitution de 2011. Du nord au sud du royaume, la nouvelle est vivement applaudie. Tous les Marocains, quelles que soient leurs origines, se félicitent de la décision royale. Même les non-amazirs, c'est dire à quel point notre monarque est fédérateur. En 2001, le discours royal d'Ajdir avait scellé le dahir créant et organisant l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh, l'introduction progressive de l'amazigh dans le système éducatif, ainsi que le lancement de la chaîne amazigh. La vision stratégique et clairvoyante de Sa Majesté le Roi confirme d'année en année l'importance de ce chantier identitaire. Et pour un éclairage avec nous ce soir sur le plateau, Abdelfatah Zine, sociologue et professeur, chercheur à l'université Mohammed V de Rabat. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, Sa Majesté le roi Mohammed VI a décidé d'instaurer le jour de l'an amazigh, jour férié national officiel payé. Une décision historique lourde de sens et de symboles. Bien sûr, elle est lourde de sens et de symboles et on ne doit que se féliciter de cette instauration parce que ça intéresse tous les Marocains. Ça montre que le Maroc, tel qu'elle a été inscrit dans le préambule de notre Constitution, qu'on est une société diverse, plurielle, et qu'on doit être fier de notre pluralité, notre diversité, et que cette diversité s'inscrit dans cette perspective d'un Maroc qui marche vers une démocratie beaucoup plus concrète et une modernité beaucoup plus assumée. Donc c'est à mazérité, comme l'a dit Sa Majesté comme elle a été dit dans ce communiqué, qu'elle est disons, quelque chose qui appartient à tous les Marocains, parce que on est au Maroc, je peux dire que on n'a pas d'ethnie amazigh ou d'ethnie arabe, parce que même le concept d'autochtone ou d'allochtone ou autre, au Maroc, il y avait tellement de melting pot, il y avait tellement de mariages, disons que la marocanité, c'est un produit de toutes ces composantes, à savoir la mazérité, l'islam, et avec d'autres affluents comme l'Andalousie, la méditerranéité, l'africanité, la judaïté. Toutes ces composantes-là, tous les Marocains doivent, disons, veiller à promouvoir, à développer en symbiose ces composantes sans essayer un peu de privilégier une des composantes par rapport à d'autres. Et je pense que cette consécration vient dans la foulée d'une démocratie qui est en train de se concrétiser de plus en plus, et aussi d'un Maroc qui est en train d'assumer son histoire, d'être fier de sa diversité. Et on le voit depuis, disons, Ajdir,
comment les choses ont évolué et je pense que ça ne cessera d'évoluer dans ce sens-là. Et justement, dans le discours royal historique d'Ajdir en 2001, le souverain souligne, je cite, que la Mazérité qui plonge ses racines au plus profond de l'histoire du peuple marocain appartient à tous les Marocains, ou encore la Mazir constitue un élément principal de la culture nationale et un patrimoine culturel dont la présence est manifestée dans toutes les expressions de l'histoire et la civilisation marocaine. Fin de citation. C'est dire, professeur Zine, toute la sollicitude que Sa Majesté le Roi accorde à la promotion de la Mazérité dans le cadre d'un grand projet de la société démocratique et moderne. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit que Sa Majesté a adressé, disons, comment dirais-je, à l'occasion, disons, au moment où il y a le décès d'Asfahani, ça montre que d'abord, le Maroc a accès à sa mondialité au niveau artistique et musical par la composition de ces groupes qui puisaient dans les racines marocaines, Jilala, Nasl Rewan, cette jeunesse qui a complètement concentré les Marocains sur leurs origines. Et je pense que c'était une lettre, c'était un message, c'était un moment très fort où les Marocains se sont concentrés sur leurs racines, commencent à les développer. Ils ont montré que ces racines les ont menés plus loin. Et donc aujourd'hui, comme on le sait, ces phénomènes entre guillemets artistiques, c'est eux qui étaient la carte de visite du Maroc vers le monde. Et ce qui fait qu'on ne doit qu'être plus fier de ces sources. D'ailleurs, ces sources n'appartiennent à aucune ethnie, parce que, comme je viens de le dire, il n'y a pas d'ethnie au Maroc. Le Maroc, c'est un brassage, c'est un creuset de toutes ces affluences, ces richesses. Si la Mazérité reste à travers l'histoire le substrat, et aujourd'hui, le Maroc, il reste une identité ouverte non seulement sur ses racines vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur, quand on voit aussi comment on est en train d'accompagner nos Marocains du monde, qui sont d'ailleurs des Amazirs qui ne cessent d'enrichir d'autres composantes, par exemple en Europe et ailleurs. Donc voilà, grosso modo, le Maroc, aujourd'hui, il est bien ancré dans sa mondialité, il est en train de jouer, disons, son rôle avec sa diversité en donnant l'exemple comment vivre ensemble, comment développer la qualité de cette vivre en commun. Et je pense que l'exemple est donné à travers non seulement les politiques culturelles, la Mazérité comme exemple, et l'islam ouverte et modéré comme autre exemple, et aussi d'autres politiques, à savoir la lutte contre le terrorisme, à savoir aussi la politique de la migration. On voit aujourd'hui comment le Maroc est en train de donner l'exemple, de se concentrer sur son histoire et aussi de tirer les leçons et des moments forts que notre, disons, legs, notre patrimoine, il est très riche et il suffit seulement de le polir, de l'étudier, de s'y concentrer. Professeur, et aussi de... Est-ce qu'on peut dire que grâce à l'initiative royale consacrant l'ancrage profond de l'identité amazigh du royaume comme une des composantes du Maroc pluriel, est-ce qu'on peut dire que le pays se distingue clairement au niveau de la région ? Oui, il ne se distingue pas seulement au niveau de la région, mais il se distingue, comme je le dis toujours, et je l'ai dit, même au niveau de l'Afrique et même au niveau de notre, disons, ère géostratégique. Si on voit aussi certains discours de haine, d'exclusion, de racisme sont en train de se développer et devenir institutionnels. Aujourd'hui, les messages qu'on voit au Maroc, c'est des messages d'inclusion, d'intégration. Aujourd'hui, si on entend par exemple, je le dis sincèrement, en Afrique, si par exemple l'Afrique du Sud a échoué de concrétiser le vœu de Mandela Africa Rainbow, aujourd'hui au Maroc, on est en train de montrer que le Maroc est l'exemple de Rainbow in Africa, en Afrique. Comme je l'ai dit toujours à mes amis africains, donc on voit comment aujourd'hui le Maroc, cet arc-en-ciel culturel, comment en train de rayonner sur la région. Ce ne sont pas des décisions qui se prennent comme ça au hasard. Quand on voit un peu l'historique depuis le règne, depuis le commencement du nouveau règne et du règne du roi Sa Majesté Mohamed VI, on voit que les décisions ne cessent de venir avec une pédagogie. Et comme on le dit toujours, l'homme, c'est le style. Donc c'est un style, une pédagogie qui a commencé essentiellement
avec l'instance d'équité et de réconciliation et qui est en train d'aller vers d'autres choses et qui ne cesse un peu non pas de faire le buzz, mais de donner des leçons non seulement à nos voisins, mais à tout le monde. Professeur Abdelftah Zine, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes sociologue et professeur-chercheur à l'Université Mohammed V de Rabat. Merci. Son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, est arrivée à Londres pour représenter Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie de couronnement du roi Charles III prévue samedi. À son arrivée à l'aéroport de Farnborough, Son Altesse royale, la princesse Lalla Mariam, a été accueillie par un représentant spécial du ministre britannique des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Sa Majesté le roi accrédité à Londres. Le cortège princier a ensuite quitté l'aéroport vers le lieu de résidence de Son Altesse royale. Un conseil de gouvernement présidé par le chef du gouvernement Aziz Akhnouch s'est tenu aujourd'hui. En ouverture des travaux, le gouvernement s'est d'abord félicité de la décision royale d'instituer le jour de l'an Amazigh comme jour national férié officiel payé. Une décision historique aux implications profondes qui consacre le statut de l'Amazigh en tant que composante principale de l'identité marocaine, riche de la multitude de ses affluents. Le conseil de gouvernement a été également marqué par la présentation du ministre de la Justice Abdellatif Wahbi d'un projet de loi relatif aux peines alternatives. Par ailleurs, un projet de loi a été adopté portant dissolution et liquidation de l'agence Millennium Challenge Account Morocco. Le conseil de gouvernement a également adopté un projet de décret portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement, de quoi assurer une politique harmonieuse de l'État dans le domaine du développement et de la stimulation de l'investissement. Place à notre rubrique spéciale dédiée à la 15e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. À l'ordre du jour, la 3e réunion de l'initiative Triple A au titre de l'année 2023 lancée par Sa Majesté le Roi à la COP 2022. Cette conférence ministérielle annuelle s'est tenue ce matin sous la thématique de la transformation de l'agriculture africaine en tant que voie vers l'adaptation au changement climatique. L'édition de cette année a réuni de multiples acteurs des institutions financières, des bailleurs de fonds et des représentants du secteur privé. Le point avec nos envoyés spéciaux, Mariam Missi, Houdam Sahel, Abdelftah Zouine et Youssef Cherki. Ils sont venus de 33 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Ces hauts décideurs sont tous convaincus de l'urgence d'une adaptation durable aux menaces du désormais inéluctable changement climatique. Pour ce faire, le ton est mis sur le développement des chaînes de valeurs agricoles. Un objectif affiché par le Royaume il y a de cela 7 ans. L'initiative Triple A est à leur nez. Sa Majesté a porté cette initiative. Vous vous souviendrez que Sa Majesté a organisé lors de la COP 22 un sommet africain de l'action. Et donc il s'est porté champion de l'initiative Triple A. Il l'a porté à l'Union africaine et depuis, l'initiative Triple A fait partie des 6 initiatives championnes de l'Union africaine sur le changement climatique. Je crois que le continent a tout le potentiel pour garantir la sécurité alimentaire et nourrir sa population. Il suffit seulement d'avoir la volonté politique, d'avoir les institutions bien restructurées pour faire face à tout le processus de transformation de l'agriculture en Afrique. Estimé entre 30 et 50 milliards de dollars par an, le coût de l'adaptation de l'Afrique au changement climatique englobe les investissements écologiques. Un montant qui devra être consacré à des infrastructures résilientes. Le continent a de ce fait besoin de mobiliser ses fonds auprès des institutions financières internationales. Notre objectif, c'est de réfléchir ensemble sur comment trouver des solutions pour rendre résiliente notre agriculture. Et là-dessus, nous sommes tous d'accord que nous devons nous mobiliser pour trouver des fonds. Et nous avons constaté que le fonds climat n'est pas accessible. L'initiative Triple A se structure en faveur des bonnes pratiques. Gestion des sols, maîtrise de l'eau agricole et renforcement des capacités et solutions de financement. Des réponses concrètes pour faire face aux problématiques de changement climatique, d'insécurité alimentaire
et relever les défis d'une agriculture durable. Autre activité marquante du SIAM 2023 aujourd'hui, la cérémonie de signature d'une vingtaine de contrats-programmes entre l'État et la profession pour le développement et la modernisation des filières de production agricole. Cérémonie présidée par le chef du gouvernement. La signature de ces contrats-programmes constitue un axe essentiel de la mise en œuvre de la stratégie Génération Green. La mise en œuvre de cette stratégie repose sur 3 dimensions, la dimension territoriale, la dimension filière de production et la dimension thématique. Une enveloppe de 110 milliards de dirhams a été allouée à ces contrats-programmes, dont 42 milliards déboursés par l'État. Le SIAM, c'est aussi et avant tout une occasion pour les citadins de découvrir le milieu rural. Immersion ce soir dans le monde de l'élevage, loin des bovins et des caprins, c'est au tour de l'élevage avicole d'attirer les foules. Et il faut dire qu'après des années de contraintes sanitaires, cette édition a des airs de retrouvailles. Nos envoyés spéciaux ont chaussé les bottes de compagne et se sont glissés au cœur du stand avicole du salon. Regardez. Non, nous ne sommes pas en campagne, mais bien au cœur de Sahrij Souani à Meknes. Bienvenue au royaume de la bête à plumes. Ici, il y en a pour tous les goûts, de la Brahma, haute de 50 cm, à la poule d'ornement d'1 kilogramme. Perdues entre ces gallinacés, ces familles sont heureuses de découvrir les stars de la basse-cour. On a pu s'approcher des pigeons, jouer avec les poussins. On a l'impression d'être vraiment à la ferme. J'ai visité les différentes pôles, l'élevage, l'élevage bovin, l'élevage ovin et aussi les équidés. Vraiment, on est très satisfaits. Je suis venue d'Azro avec mon papa. J'ai adoré voir l'autruche de si près et les géantes. Des pondeuses, hachères ou mixtes, Hicham Zaz en expose une trentaine de races originaires de 16 pays. Pour cet éleveur de volailles installé à Casablanca, c'est l'heure du grand rush. Les visiteurs sont curieux de découvrir ce qui se cache dans la volière. On leur montre la Brahma, les gornes, mais également la poule Yandot que j'ai entre les mains. C'est l'une des meilleures poules pondeuses originaires des États-Unis qui vit très bien au Maroc. Même engouement dans l'enclos voisin. Entouré d'une vingtaine de races, Saïd El-Hourani s'impatiente d'écouler les pensionnaires de son poulailler. Pour cet éleveur de stats, ce salon est l'occasion de faire le plein de commandes. Décidément, la flambée des prix ne semble pas profiter à son commerce. L'aliment de volaille nous coûtait avant 4 dirhams. Il nous revient aujourd'hui à 6 dirhams 50, soit une hausse de 50%, ce qui nous a contraint à relever le prix de l'œuf, du poussin et de la poule. Le poulet fermier étant cher, le marché national s'oriente de plus en plus vers les poules d'ornement. La filière a connu un passage difficile avec le Covid, parce que quand il y a eu la fermeture des frontières, fermer les hôtels, les restaurants, donc les prix étaient très bas. Bon, maintenant, à l'inverse, vous avez remarqué que les prix sont plus élevés, mais ça ne veut pas dire que l'éleveur gagne de l'argent, c'est les coûts de production qui sont plus élevés. Alors, ils ont augmenté de 50 à 60%. La consommation, l'aliment composé compose 80% du prix de revient, et le maïs et le soja ont flambé sur les marchés internationaux. Mais Inch'Allah, d'abord, les gens commencent à reproduire. J'espère que les prix vont revenir à des choses plus raisonnables pour le consommateur. Assurer des prix plus abordables, une priorité pour la filière. Un contrat-programme signé entre la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole et le ministère de tutelle devra bientôt permettre de renforcer la capacité des filières et baisser les coûts de production.
Page 7e art avant de refermer ce journal. Ce soir, nous vous présentons un film hilarant, plutôt décalé, Jouj, traduisez 2, le dernier opus signé Rabi et Chagid. De l'humour mêlé à l'action, c'est l'histoire de deux jeunes hommes, Halim et Mounir, derniers représentants de la junte masculine dans un monde exclusivement féminin. Je vous propose un avant-goût de ce film avec Mustafa Ouda, Bouchaïb Ammari et Zakaria Moukinbillah. Regardez. Jouj, un nouveau long métrage hilarant du duo d'humoristes Driss et Mehdi. À l'écran, ils interprètent Halim et Mounir, deux jeunes au destin unique. Victimes d'un acte d'intimidation, les deux protagonistes tombent sur un cahier magique qui exauce tous les vœux écrits dessus. Les deux compagnons y inscrivent leurs souhaits. Et si tous les hommes disparaissaient de la Terre, le lendemain, ils se rendent compte qu'ils sont devenus les seuls hommes dans un monde exclusivement féminin. L'idée nous est venue après Comédia. Nous étions deux jeunes adolescents à l'époque. Avec la célébrité, nous avons pensé. Et si nous étions les deux seuls hommes dans le monde? L'idée s'est développée. Par la suite, nous avons rencontré Bouchra Malek, avec qui nous avons finalisé le scénario. Le résultat est bien ce film. Un opus empreint de dynamisme, de scènes loufoques et de suspense. À l'affiche, nombre d'artistes confirmés et débutants. Le lancement du film coïncide avec la création de la nouvelle société de production des deux acteurs. Après tout le succès qu'ils ont rencontré jusque-là auprès du public, les deux jeunes humoristes pensent à leur début. Tout a commencé sur Al-Oula à travers l'émission Comédia. Après, nous avons participé à plusieurs œuvres et suivi des formations en écriture de scénarios. Nous avons contribué à des films et des feuilletons et fondé notre société de production. Aujourd'hui, nous en sommes à notre deuxième long métrage. Rire garanti et parodie satirique, le film Jouj promet d'offrir de grands instants de divertissement. Un deuxième long métrage du duo Driss et Mehdi et de leur équipe, qui fait suite à leur premier succès du grand écran, 30 millions. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.